Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire QVT en 2021, c'est quoi? Je suis ravi d'être parmi vous. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. En attendant, voilà, je vais vous demander si vous nous voyez, vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez écrire rapidement dans le chat si tout le monde... Enfin, là, je vois les premiers participants. Noémie est en train de taper. Est-ce que vous nous voyez? Alors, j'imagine que oui. Ok. Super. Très bien. Je vais juste aller chercher Théo qui n'est pas encore présent. Du coup, je vais aller le chercher par mail. Je vais lui envoyer une invitation. J'attends que tout le monde se connecte un petit peu. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de ce webinaire. On va essayer d'être le plus interactif possible. Vous avez une section sondage aussi où on essaye d'être le plus interactif possible aussi avec l'audience. Donc, et n'hésitez pas à, on va dire, proposer le prochain thème du prochain webinaire. Là, on a déjà une sélection des participants des sondages passés qui nous ont fait plusieurs propositions. Donc, voilà, ça nous permettra d'affiner un petit peu. Donc, n'hésitez pas, il y a l'onglet sondage de Livestorm là, qui est fait pour ça, pour décider du prochain thème du prochain webinaire. Alors, je vois que ça commence à arriver, mais Théo n'est toujours pas ici, parce que j'ai la chance d'accueillir Théo aujourd'hui, une solution 360 dédiée à l'expérience collaborateur et au bien-être en entreprise, mais je le vois pas dans la liste là encore, donc 1h02, en général, on commence vers 11h, 11h05, quelque chose comme ça, le temps que tout le monde arrive et que tout le monde ait la notification. Merci Noémie. Ok. Ah, c'est bon, Théo est là. Hop, je vais pouvoir l'inviter sur scène. C'est parti. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Salut Théo, ça va? Très bien. Et désolé pour le nom de couverture, je suis ici en incognito. Ouais, je vois ça, c'est Féazef, Fefe et Ada, là, c'est ça? J'ai complètement pas pu faire attention quand je me suis inscrit. Ok, bon, c'est pas grave. On te voit, donc tout va bien. Moi, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, Théo. Ça fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui. Toi, Théo, tout ce que tu fais, donc c'est une solution 360, une application mobile dédiée à l'expérience collaborateur au bien-être en entreprise. On va y revenir un tout petit peu après dans la suite du webinaire, dans l'instant promo. Je me présente très rapidement aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Aurélien Guillon, je suis le cofondateur de Team Builder. On est un réseau social d'entreprise connecté à une solution de management innovante pour construire les meilleures équipes au monde. Voilà, la proposition de valeur, elle est là. Je reviendrai aussi un petit peu après. Donc, sans transition, aujourd'hui, on va parler du bien-être en entreprise, mais je vais commencer par des constats. Des chiffres, un baromètre sur la performance du cabinet EY et France Digital. 44% des structures évoquent des difficultés à garder les collaborateurs. Pourquoi? Parce que y a un temps de turnover qui est important et ils se sont rendus compte aussi que la fidélisation des talents était primordiale dans la stratégie des entreprises pour garder les talents et puis aussi pour les attirer. Et une autre chose, c'est que la qualité de vie au travail fait partie des grandes préoccupations des salariés et qu'il est important d'intégrer cette qualité de vie au travail dans la stratégie du talent management. Le talent management, le management des talents en anglais. Une petite contextualisation aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la pandémie, on a eu un télétravail obligatoire forcé pour une grande partie des salariés. Ce qui ça a eu comme impact en premier lieu, c'était un sentiment d'autonomie super fort par la part des collaborateurs et collaboratrices. En revanche, il y a plusieurs études qui commencent à sortir là. OK, la productivité a augmenté de 22%, vous avez dû le voir se passer ce chiffre. En revanche, dans les études qui sont faites actuellement et qui continuent d'être faites, on voit qu'il y a un sentiment de stress, de fatigue, de pas avoir le temps pour faire son job, d'avoir la possibilité de faire moins de pauses, alors qu'avant, quand on était en physique, on avait plutôt
l'occasion de faire des pauses avec ses collaborateurs parce qu'il y avait un esprit d'équipe dans l'open space ou avec ses collègues. Aujourd'hui, et c'est marrant parce que ce matin, je parlais à un ancien collègue d'une ancienne boîte dans laquelle j'ai été, qui me disait maintenant je vais au boulot pour me détendre. Il va sur son lieu de travail pour se détendre, pour aller retrouver des collègues et ça bosse pas de toute la journée. Donc c'est vraiment intéressant ce paradigme, ça a été un petit peu inversé. Du coup, sans transition, ce webinaire il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de TimeBuilder. N'hésitez pas à voter pour le prochain sujet du webinaire. Voilà, ça, je mets ce reward, cette indication ici à cet endroit-là, parce qu'on m'a été conseillé. C'était Clifford Mahut des Années Folles qui m'a dit la semaine dernière attends pas la fin du webinaire pour dire aux gens que ça va être en replay, que ça va être dispo et qu'ils peuvent participer au sujet des webinaires. Donc, je le fais maintenant. Voilà. Donc, maintenant que ça s'est passé, on attaque dans le dur. Les points essentiels d'une démarche QVT en 2021. Théo, du coup, tu m'as dit, voilà, moi j'ai un graphique et j'aimerais en parler. C'est qu'est-ce qui nous rend heureux au travail. Et ça, c'est une source de l'IFOP, n'est-ce pas? Exactement, on commence par des chiffres pour rentrer directement dans le sujet. Sans surprise, évidemment, la principale raison pour laquelle les gens vont travailler, c'est évidemment pour la rémunération. Et ensuite, c'est assez intéressant de voir en fait que c'est rapidement des choses assez aspirationnelles qui les rendent heureux au travail. On voit tout ce qui va toucher la satisfaction, la reconnaissance de son travail, le goût du travail bien fait, toutes ces choses-là. Mais aussi le fait que c'est vraiment quelque chose de social finalement à aller travailler. Et on s'en rend bien compte tous depuis un an. On ne travaille pas tout seul, on travaille avec d'autres personnes. Et c'est lorsque ça se passe bien avec ces personnes aussi qu'on s'épanouit au travail. Donc pour toutes ces raisons, on voit ici que finalement la rémunération est loin d'être le seul facteur de bien-être au travail. Et on va le voir par la suite avec tout un tas d'autres exemples et actions qu'on peut mettre en place. Ouais, donc du coup, là, on va voir vraiment quels sont les leviers d'une stratégie de qualité de vie au travail qu'on peut mettre en place dans les entreprises. Donc numéro 1, les conditions de travail optimales pour fidéliser les collaborateurs. Donc télétravail, ok, c'est bien, mais maintenez des rencontres régulières, soyez flexibles, laissez les salariés gérer leur temps en fonction des objectifs qui leur sont donnés. Le présentéisme n'a plus sa place, surtout dans les startups. C'est-à-dire dans les conditions de travail pour fidéliser les collaborateurs. Théo, qu'est-ce que tu veux ajouter là-dessus? Il y a un adage qui est de dire que c'est assez français de rester plus tard que son patron, de rester assez longtemps au travail finalement. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui convient plus forcément aux plus jeunes générations, mais finalement de moins en moins dans toutes les tranches d'âge. Le présentéisme, rester là simplement pour être là. Les personnes, maintenant, quand elles sont au travail, elles veulent quand même y trouver leur compte et sur tout un tas d'aspects. Et c'est pas uniquement faire mon travail, je viens, je pars. On veut s'épanouir, on veut apprendre, on veut aussi en tirer quelque chose qui dépasse le simple accomplissement d'une tâche. Mais on va chercher des choses qui vont au-delà. Donc tout ça reste quand même des notions assez vagues parce que forcément, il y a plein de cas spécifiques derrière tout ça. Mais globalement, pour faire en sorte de mettre en place une politique QVT, il faut faire un premier constat en général de nos collaborateurs pour ensuite mettre en place des actions adaptées. Et on verra que ça va toujours dans le sens de développer les relations entre les collaborateurs ou de développer la manière de mieux travailler ensemble et en tirer quelque chose individuellement et collectivement. Yes, ok. Numéro 2 qu'on a vu sur ton graphique, c'était la rémunération. Ça, c'est un outil de rétention du talent management. Voilà, si on peut pas rémunérer les salariés à la hauteur du marché, on aura du mal à les retenir. Et il y a différents leviers qui sont possibles d'actionner, même si on n'a pas trop d'argent pour les petites structures, du coup. C'est clair, hein, il faut parler franchement et on travaille tous pour avoir au moins une rémunération, c'est le minimum. J'ajouterais même une notion aussi de justice dans les entreprises où il y a des grilles salariales, on en discute souvent. Ça peut être vécu comme des frustrations, mais ça assure la justice au sein de l'entreprise. Lorsque les salariés vont parler entre eux, on est sûr de ne pas avoir de dilemme d'une personne à une autre. Donc ça, c'était rapidement sur les grilles, mais effectivement, lorsqu'on veut rémunérer les salariés, on peut être assez créatif, surtout quand on est une petite boîte.
Il y a le sujet un peu délicat des actions, mais c'est toujours un levier hyper intéressant à faire. Surtout, on va aligner les intérêts des salariés avec ceux de la direction ou des fondateurs, potentiellement, si c'est une entreprise très jeune. Ouais. Et c'est le meilleur moyen de garantir des résultats à moyen et long terme, et non pas la rémunération fixe ou variable qui va être beaucoup plus court-termiste. Donc voilà, toutes ces incentives qui visent à pousser au-delà de l'horizon temporel d'un an sont vraiment des options pas écartées. La participation et l'intéressement, c'est un peu ça, c'est des horizons temporels à un an. Ouais. On va faire rester les gens jusqu'à janvier ou mars de l'année d'après. Mais vraiment, les actions, c'est bien plus puissant. Et encore une fois, quand on se cantonne uniquement à la partie rémunération. Mais la rémunération, c'est clair que c'est quelque chose dont il faut faire attention individuellement et encore une fois, collectivement. Les grilles de salaire, on aime, on n'aime pas, mais ça a évidemment des avantages. Ça a les avantages, donc il y a des choses fixées. Je pense que ça dépend aussi de la taille de la boîte, dans le sens où quand t'es une grande boîte, bah, ok, tu as des grilles de salaire, tu sais que tu as une structure d'évolution assez normée, et ça on va dire, on en parlait aussi il y a 2-3 semaines, c'est-à-dire que plus tu grandis dans dans une entreprise, plus l'entreprise grandit, pardon, plus elle a tendance à se structurer et à être de moins en moins innovante. En revanche, pour les plus petites structures, là, tu as beaucoup plus d'agilité. Et sur la rémunération, j'ai entendu des témoignages d'une boîte qui a surperformé une année et du coup a donné des primes incroyables à tous ses collaborateurs parce qu'ils étaient en Rex super positifs. Et du coup, les collaborateurs étaient tellement engagés dans l'entreprise que l'année d'après, ils ont vraiment sous-performé. Et du coup, les gens de la boîte ont accepté de réduire même leur fixe de l'entreprise. T'imagines le niveau d'engagement qu'il faut avoir pour une boîte, pour que tes collaborateurs te disent OK, on accepte de cutter notre rent par 2 ou par un tiers parce que la boîte va pas très très bien en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui auraient eu l'esprit un peu inverse. Ah bon, tu peux pas me payer au marché, je m'en vais. Mais là, du coup, ils avaient réussi à créer. Alors, je vais pas dire le nom de la boîte parce qu'ils se reconnaîtront, mais c'est un esprit d'équipe tellement fort, tu vois, que l'initiative est venue des collaborateurs. C'est Ouais, incroyable. c'est fort. Mais ça veut dire qu'ils ont réussi sûrement à mettre tout un tas d'autres choses en place au niveau aussi de la culture d'entreprise et tout un tas de choses qui ont fait que les gens sont vraiment profondément attachés à la boîte et non pas pour ce qu'elle représentait juste sur le salaire, mais pour tout ce qui allait aussi à côté. Et c'est ce qu'on a vu un peu au départ, c'est des aspirations plus au niveau de la cohésion avec les autres collaborateurs, mais aussi tout ce qui va toucher à l'accomplissement personnel dans son travail. Ouais. Probablement qu'ils y voyaient sûrement des aspects qui touchent à ça, plus que la simple rémunération pour accepter de la baisser. Exactement. Ils étaient vraiment investis dans la mission de la boîte, quoi. Mm. Après, il y a d'autres leviers. Là, pour pas parler de ce cas particulier, il y a d'autres leviers que le financier pur. C'est les avantages en nature, qui sont aussi des avantages financiers, on va pas se cacher, mais qui sont des avantages en nature. Des outils de com, enfin de téléphone portable, ce jeu de choses, des chèques cadeaux, des chèques resto, un véhicule de fonction. Ça, c'est des éléments qui peuvent amener un petit peu de la QVT dans certaines structures. Je passe au point suivant qui te semblait assez important, c'était d'écouter les collaborateurs. Et moi, je pense que c'est très très important, et notamment chez Team Builder, c'est ce qu'on a mis aussi en avant sur notre solution. C'est écouter les collaborateurs. Et on a une métrique qui est assez claire, c'est que un salarié écouté et qui est écouté notamment sur la vision de la boîte, la stratégie de la boîte et comment il va, est beaucoup plus investi dans une entreprise et enclin à être fidélisé à plus long terme. Et justement, bah, c'était le cas dans cette boîte où les collaborateurs ont vu leur REM à la baisse, alors qu'on leur demandait des choses tout le temps et que, en plus de ça, on les impliquait dans la stratégie de la boîte. Vous pensez qu'on doit se développer où l'année prochaine, sur quelle verticale, est-ce que vous pensez qu'on devrait rajouter une fonctionnalité ou on devrait vendre différemment et ce genre de choses. Et du coup, les gens, ils impliquaient les collaborateurs dans leur stratégie de boîte. Et ça, c'est méga fort, quoi. En tant que collaborateur, tu te dis, ah ouais, mais j'ai une vraie action sur la direction de l'entreprise, tu vois. Ouais, c'est clair qu'il faut que ce soit orienté action et opérationnel. Écouter pour écouter, c'est pas suffisant.
il faut qu'ensuite ça déclenche quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour des collaborateurs qu'on leur envoie un énorme sondage, ils passent un quart d'heure, 20 minutes à répondre à 1 milliard de questions. Au mieux, ils ont un débrief, mais après, on se dit, bon, voilà, on a fait tout ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien. Ça m'est personnellement arrivé quand je bossais dans des plus grandes, des multinationales, dans lesquelles ils se sentent un peu obligés de le faire par principe, mais finalement, ils font rien derrière. Et je pense qu'il ferait mieux de ne rien faire plutôt que de faire les choses à moitié. Donc, écouter ses collaborateurs, ça marche avec déclencher quelque chose derrière. Et là, c'est clair que c'est comme lorsqu'on fait un service, mais qu'il n'est pas parfait, qu'on vous écoute et qu'on le corrige derrière, on est presque plus heureux que si le service avait été comme on l'espérait dès le départ. C'est Je ne sais ça. pas si tu vois ce que je veux dire, Aurélien. Je vois exactement ce que tu veux dire et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas grave si c'est pas parfait tout de suite. Ouais. En revanche, on avance ensemble, on co-construit le truc et regarde, je t'écoute et j'avance avec toi, avec tes retours. Et là, Ça, tu c'est super. développes un sens du collectif et de la collaboration à proprement parler, puisque tu écoutes, mais aussi derrière, tu mets en place des choses. Et c'est un cercle vertueux, ça donnera envie aux personnes de s'impliquer encore plus la prochaine fois, etc., etc. Hmm. Et il y a cette question aussi du comment ça va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu ces échanges un peu informels à la machine à café. Ouais. Et puis aussi, on peut plus voir physiquement. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui arrive au bureau et qui a l'air fatigué, aujourd'hui, on n'est plus capable de le savoir, tu vois, ce genre de truc. Un manager ou un RH, quand il voyait arriver quelqu'un avec une tête déconfite, il pouvait déjà supputer que ça allait pas. Aujourd'hui, ça, à distance, bah, très compliqué à mesurer, quoi. Très compliqué à voir pour un manager, ce genre de choses. Donc effectivement, comme dit Noémie, le small talk, bah voilà, ça c'est super important. Le comment ça va, juste appeler ses collaborateurs ou leur demander comment ça va. Donc nous chez Team Builder, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu systématisé ça parce que quand t'es manager d'une boîte de vin, personne ça va, mais quand t'as une boîte de 300 collaborateurs, si t'as des managers qui ont des équipes qui sont beaucoup plus grandes, type 20 ou 30 collaborateurs, les appeler une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça prend un temps infini pour juste demander comment ça va et ce genre de choses. Donc on a mis en place, nous, dans notre app, c'est un comment ça va qui arrive une fois, c'est hebdomadaire, c'est toutes les semaines. Soit tu réponds oui, tu réponds non. Enfin, on va dire, c'est pas oui, non, c'est ce qu'on appelle une échelle de Likert, hein, du vert au rouge, et soit tu réponds pas. Et du coup, ça permet de remonter vraiment les gens qui vont pas bien, du coup, ou alors qui se sentent pas très bien, pour, on va dire, centrer et gagner en efficience au niveau de ta prise de contact avec tes collaborateurs qui sont en détresse. Donc voilà, je place ça là parce que je pense que c'est un bon use case et ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a vu, là, on a nos premiers retours, on l'a mis en place il y a 2 semaines et du coup, on commence à avoir des bons retours là-dessus et notamment un collaborateur qui va bien. Bah, il a tendance à répondre ouais ça va. Un collaborateur qui va pas trop bien, bah du coup c'est quelqu'un qui va plutôt skipper le truc ou alors qui va te mettre dans le rouge tout de suite et là tu le vois direct en fait. Tu le vois direct. Donc c'est hyper puissant comme fonctionnalité. Mais voilà, donc écoutez vos collaborateurs et mettez des actions après derrière en place quoi. Le talent de management individuel et la motivation des salariés. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était savoir écouter. Il y a aussi, là, comme Noémie disait, le small talk. Donc effectivement, il n'y a pas de motivation sans dialogue. Écouter, réagir par rapport à ça. Valoriser les réussites des salariés aussi, ça passe aussi par là. On y reviendra un tout petit peu après. Et puis il y a la fameuse méthode des OKR. C'est la méthode de Google là, où tu as, en gros, je la fais très courte, mais la méthode des OKR, c'est les collaborateurs qui fixent leurs propres objectifs avec leurs propres KPI, c'est-à-dire je vais développer tel truc ou alors je vais former X collaborateurs et du coup le KPI pour mesurer ça, c'est j'ai fait passer ma formation à 3 ou 4 collaborateurs dans l'année. Et du coup, ils s'évaluent eux-mêmes et le manager à la fin de la journée, il fait un point avec le collaborateur et du coup ça responsabilise le collaborateur sur ses propres objectifs liés à la mission de la boîte. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc c'est une méthode qui existe. Google utilise. Je me dis que c'est pas une boîte qui fait les choses, on va dire mal, parce que étant donné la taille du machin. Donc je pense qu'on pourrait potentiellement apprendre de cette méthode de l'auto-évaluation, quoi.
L'automotivation. Là aussi, tu as toute une dimension culturelle aussi. Je pense que chaque boîte a ses spécificités. Dans certaines boîtes, on va aimer que ça aille vite, on va aimer l'efficacité, ne pas perdre de temps, etc. Et lorsque les salariés se reconnaissent là-dedans, ça marche très bien. Dans les boîtes où on va aimer plutôt prendre du temps, développer la relation, avoir le sens du collectif, notamment pour mener des projets qui font intervenir des différents départements, on va développer d'autres notions. Et il y a tout ça qui rentre en jeu avec le middle management qui doit aussi jouer le jeu de développer ces cultures et de mettre en place des actions qui permettent aux collaborateurs de la cultiver eux aussi à leur tour. Clairement. Next topic, du coup, c'était... Alors ça, c'était le tien, ça. Avoir un impact sur la société. Et oui, mais celui-là, il avait dans le graphe qu'on a mis au tout départ, il avait parmi les moins bonnes notes finalement, un peu surprenant à une époque où beaucoup de gens disent qu'ils voudraient avoir un travail qui a du sens, une phrase qui est un peu galvaudée, mais qui veut dire que les gens veulent voir un impact à ce qu'ils font, ils veulent pas rester derrière un bureau et ne pas avoir d'action concrète se produire derrière. Ils veulent aussi le faire potentiellement pour une cause ou quelque chose, voilà, un but plus grand que juste une entreprise qui doit générer du chiffre d'affaires et tourner. Et finalement, en fait, c'est ressorti assez peu dans les chiffres. Un travail qui a du sens et des valeurs. Je ne sais pas ce qu'en pensent les gens qui sont avec nous aujourd'hui, mais finalement, c'est ressorti moins que prévu. Donc voilà, à valider, mais moi, je pense que c'est quand même des choses sur lesquelles il faut jouer en tant que DRH ou dirigeant d'entreprise. Tout ça, en général, ça découle sur le sens du collectif et la culture qu'on va appliquer et qui va ensuite se répandre dans l'entreprise et la manière dont l'entreprise va se comporter. Donc, pour moi, il ne faut quand même pas l'oublier, même si, encore une fois, on était surpris par les chiffres de l'étude. Ouais, c'est vrai. Alors, après, ce baromètre-là, il a combien de temps à peu près? Il a 1 an, je crois. Il a depuis 1 an. l'année dernière. Ouais. Donc là, on va dire les choses depuis 1 an. Peut-être que les gens reverraient les chiffres à la hausse là-dessus. Ce serait intéressant de voir à ce niveau-là. Ouais. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez d'antériorité sur ce truc-là, potentiellement. Et là, on va arriver à ta section et la nôtre, qui nous touche particulièrement, c'est favoriser les relations entre collègues. Toi, chez Myriad, comment vous faites pour justement favoriser les relations entre collègues? Donc nous, on s'est fondé sur un constat assez simple, c'est que souvent dans les entreprises, on confie ce genre de tâches de Chief Happiness Officer ou d'Office Manager à des personnes qui ont déjà un métier et qui ont peu de temps pour réussir à l'organiser bien en fait dans les entreprises. C'est une grosse charge de travail de faire ça, d'organiser des relations entre les collègues. Enfin, on ne se rend pas forcément compte si on l'a jamais fait. Et on a voulu créer une solution hyper complète qui leur permette d'offrir en accès libre et illimité des contenus, mais aussi des fonctionnalités qui permettent aux gens de faire des choses ensemble. Pour nous, ça passe beaucoup par des activités sportives, de bien-être, etc., parce qu'on pense que c'est un très bon un point commun, sujet de conversation et activité à faire ensemble. On prend soin de soi et en même temps, on prend soin du groupe. Donc, ça passe par tout ça. Donc Myriad, c'est un catalogue de contenus disponible en illimité et gratuitement pour les collaborateurs que l'entreprise leur met à disposition. Et pour aller au-delà, ils ont tout ce qu'on voit écrit ici, les challenges, les clubs, les rencontres, ça va plus te concerner toi. Mais en gros, c'est réussir à aider tous les collaborateurs à faire des choses ensemble, plutôt extra-professionnelles, mais toujours avec un lien entre eux pour ensuite développer des relations. Et ça, pour nous, le sport, les activités bien-être, c'est vraiment un super moteur pour ça. Ouais, tu me parlais, toi, la dernière fois d'un challenge que tu t'avais mis en place dans une boîte. C'était, alors ça, je trouvais ça génial. C'était embarquer toute la boîte sur un challenge extra pro. Yes. Tu peux nous en parler un peu? Oui, carrément. En fait, mensuellement, on proposait à la boîte de donner un objectif sur le yoga. Et donc, toute la boîte, collectivement, devait faire 1000 heures de yoga. Et ça, chaque personne individuellement, en passant des heures à faire du yoga, venait cumuler le compteur de l'entreprise. Et si le compteur atteignait les 1000 heures, et dans ce cas-là, l'entreprise faisait un don à une association de son choix. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a mobilisé tout le monde
pour atteindre un objectif commun. Et ça, on va le réitérer et on peut le faire sur des objectifs qui vont toucher peut-être plutôt l'écologie, si c'est le sujet de l'entreprise, qui vont toucher peut-être le social ou tout un tas de domaines. Et en tout cas, l'idée, c'est vraiment de réunir toutes les individualités dans un objectif commun. Et encore une fois, qu'en prenant soin de soi, on prenne aussi soin de l'entreprise. Donc, moi, je trouve ça génial. Ouais, je trouve ça génial parce que tu peux le faire avec tout, quoi. Tu peux le faire avec du running, par exemple. Faites 1000 km tous ensemble, machin. Enfin, après, exactement. Au niveau du compteur, tu peux renouveler les challenges, changer de thématique, changer d'objectif. Et du coup, ça fait une grosse variété comme ça tous les mois, ou peut-être même réduire la fréquence, le faire semaine par semaine. Tout est possible. Et l'idée, c'est un challenge collectif, individuel et collectif en même temps, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est individuel. Donc, tu es en télétravail, mais tu es quand même impliqué dans un challenge extra pro collectif. Ça, je trouve ça très, très cool. Très, 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 très cool. Et ça fait le lien aussi avec les clubs internes. Voilà, créer des groupes en interne en fonction des activités à distance. Il y a des gens qui utilisent du WhatsApp, des groupes, plusieurs plateformes, etc. Nous, chez Team Builder, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un réseau social d'entreprise où dedans, on a déjà les clubs qui sont faits pour ça, pour créer des groupes d'activités entre collègues, pouvoir voir un petit peu tout ce qui se fait dans la boîte. Et puis, ça se trouve, on peut avoir des centres d'intérêt communs avec quelqu'un qui n'est pas du tout de son service ou qui n'est pas du tout de son entité. Et ça c'est quelque chose qui est hyper important. Et au-delà quand on rencontre une personne, là, rapidement, alors quand on est dans une structure professionnelle, ça va être tout de suite, t'es dans quel service, qu'est-ce que tu fais? Et puis très rapidement, la question d'après, ça va être qu'est-ce que tu fais à côté? C'est quoi tes hobbies, tu vois? Et du coup, en posant cette question, on essaye de voir un petit peu quelles sont les connexions qu'on peut établir avec la personne qu'on a en face de soi pour voir si on a des atomes crochus et qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et cette question-là, elle revient super souvent. C'est même si, alors avant, quand on avait l'occasion d'aller dans les restos et les bars, etc., quand tu rencontrais une personne, je sais pas pour toi, mais c'est en général les gens quand ils me posaient les questions, c'était qu'est-ce que tu fais dans la vie, et ensuite qu'est-ce que tu aimes bien faire à côté du travail, tu vois. C'est clair. Donc, cette question-là, elle revenait systématiquement et c'est dommage de l'occulter dans le monde du boulot parce que typiquement, déjà, oui, et comme le dit Noémie aussi, le sport est un premier vecteur. C'est déjà, ça véhicule des valeurs super fortes de collectif, de dépassement de soi, etc., etc. Mais mis à part ça, ça te donne aussi un contexte pour pouvoir te retrouver en tant qu'extraverti et introverti. C'est-à-dire que j'interviewais aussi récemment un ancien introverti reconverti extraverti. J'y crois pas trop, mais parce que les introvertis restent quand même fondamentalement des introvertis. Et lui il me disait, moi, pour participer à quelque chose, il faut qu'il y ait un contexte. Tu vois, c'est-à-dire que je vais pas aller rechercher du lien social sans contexte. Et le sport est un contexte. C'est-à-dire que organiser une partie de foot ou ce genre de choses, même si tu es introverti, tu vas y aller parce que tu vas dans un but précis, tu vois. Et là, tu auras du contact un peu social avec des gens. Donc cette organisation-là, autour du sport, autour des challenges, etc., je la trouve merveilleuse, quoi. Vraiment. Tu as plein d'autres exemples, hein, si on essaye de sortir un peu de nos exemples pour créer du lien. Tu as tous ces concepts de cagnotte collective où chaque mois, les employés se voient dotés d'un montant donné selon certains critères. On peut ne pas donner le même montant à chaque employé. Et en fait, les employés vont voter pour des projets proposés souvent par les employés pour à la fin, lorsque le budget est atteint, déclencher ce projet. Donc là, c'est carrément une espèce de... on est là dans la collaboration, mais sur le choix. Mais à la fin, au final, on fait collaborer tout le monde pour mettre en place ces actions. En fait, c'est comme les faire voter finalement pour ce qu'ils préféraient mettre en place. Et ça peut être des activités à faire ensemble, mais ça peut aussi être des projets pour l'entreprise sur lesquels on va déclarer mettre du temps homme sur développer des projets pour la boîte. Et donc, c'est des projets qui peuvent être même structurants. Donc, ça peut aller loin dans l'impact organisationnel. On dépasse le cadre de la QVT dans ce genre d'exemple. Mais tout ça, pour moi, c'est des choses qui développent les relations parce qu'en fait, dès qu'on fait échanger sur des centres d'intérêt professionnels ou pas les collaborateurs, pour moi, ce sera toujours positif. Exactement. Et là, on se limite à cette limite de la QVT matérielle que l'on voyait avant. On te rajoute un baby-foot, on te rajoute des plantes vertes, on te fait machin. C'est la partie la plus facile de la QVT finalement.
C'était l'aspect le plus facile de la QVT et on disait toujours oui, ok, ça c'est bien parce que ça se voit. Alors déjà, il y a ce phénomène-là, c'est-à-dire que dans les entreprises, dans les grandes entreprises, ils vont mettre en place des actions de QVT qui se voient. Mais le lien entre les gens, la bonne ambiance, le rapprochement des collaborateurs, les centres d'intérêt, etc., c'est quelque chose qui se voit un peu moins. Et donc, du coup, Ouais. vu que toi, tu es en RH et que tu es au CODIR de la boîte, il faut que tu ramènes des KPI, il faut que tu ramènes des mesures, des trucs, parce que à côté de ça, tu as le directeur com, le directeur sales, le directeur financier, qui, eux, ont des KPI pour le CODIR, tu vois. Et toi, en tant que RH, si tu n'as pas de KPI, en disant, bah voilà, j'ai mis trois baby-foot, j'ai organisé 3 événements, machin, etc., ça, c'est des KPI. Et du coup, C'est clair, c'est la limite dans la mesure de la QVT. C'est un sujet, comment on mesure le retour sur investissement d'une politique de QVT, etc. À mon sens, personne n'a encore vraiment craqué ça pour l'instant. Mais quand on voit fleurir tous les exemples, et c'est plus, moi je me fierais essentiellement plus au quali sur ce genre de choses pour juger de l'efficacité. Mais il y a plein d'autres exemples. Chez Bouygues, il me semble, ils ont mis en place les bienveilleurs. Donc, c'est des gens qui ont été sélectionnés pour leur capacité d'écoute et qui sont disponibles pour les autres qui ont besoin de parler. Et donc, ils ont structuré tout ça avec un programme sympa, des visuels, etc. Donc, en interne, ils ont monté leur propre ligne d'écoute psychologique finalement, au lieu de passer par un prestataire complètement tierce partie et qui n'a aucun lien avec l'entreprise. Donc là, on est avec des gens qui connaissent les sujets de l'intérieur, qui ont été peut-être volontaires et sélectionnés sur leur capacité d'écoute, et donc sont capables d'amener ce soutien aux gens. Et du coup, dans l'entreprise, ça a été, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils avaient un certain nombre d'heures dédiées par mois pour faire ce rôle social. Donc moi, je trouve que c'est une initiative hyper intéressante. Et là, on dépasse complètement le cadre. Comment on va mesurer le résultat de ça? Impossible. Mais on sait si les gens sollicitent ces bienveilleurs, comme ils les appellent, bah, qu'apparemment il y a un besoin et qu'apparemment ça marche, s'ils reviennent. Il y a des initiatives aussi. Alors, pour les citer, c'est Moodwork qui met à disposition des personnes dont c'est le métier, les psychologues, ce genre de choses, à disposition des collaborateurs pour en parler, etc., etc. Mais effectivement, le fait que ça vienne de l'intérieur, je trouve ça très, très cool. Il y a tout un sujet, de toute façon, sur les lignes d'écoute psychologique. Tu as pas mal de boîtes qui se montent. Moi, je citerai Mocacare parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, qui essaient de comment dire, Ils font quoi, ouais? redorer l'image des lignes d'écoute psychologique, dont on voit toujours des pauvres images placardées dans nos couloirs, mais que personne n'appelle, enfin, très peu de personnes n'appellent. Et eux, ils essaient vraiment de le transformer en un acte positif. Il y a un autre exemple que je voulais citer, c'est ils ont monté, je ne me rappelle plus l'entreprise pour le coup, mais le mois de l'ange. Donc là, ils sont allés encore plus loin. C'est carrément, on va te donner un ange gardien pendant une période de temps durée. Donc, je ne me rappelle plus comment ils font la sélection et tout. Mais en gros, ils ont transformé ça un peu en un jeu et en même temps un côté un peu bienveillant. On a un ange gardien pendant un certain temps et puis ensuite les rôles tournent fréquemment. Et du coup, ce genre d'initiative, encore une fois, on ne va pas mesurer l'impact avec des chiffres de ce genre de choses. Mais par contre, ça me paraît évident qu'en tentant ce genre de choses, on peut développer le sens du collectif. Alors, tu peux toujours tout mesurer en réalité. Et justement, je crois que c'est la slide, pas celle-là, mais celle d'après. Mais parce qu'on a une modélisation de la QVT, du sentiment d'écoute, etc. On va y passer juste après. Mais avant ça, j'aimerais rappeler que avant de mettre des actions en place auprès des collaborateurs, etc., il y a un point hyper important, c'est qu'il faut sensibiliser avant tout les managers, parce que c'est eux qui vont être les artisans du bien-être de leurs collaborateurs. C'est pas parce que tu as le top management qui dit bon bah voilà, on fait une stratégie QVT, c'est comme ça, nanana. C'est que sur chaque collaborateur, chaque manager, il va falloir les sensibiliser, en faire des ambassadeurs de la qualité de vie au travail. Alors, sans parler de ambassadeur de la qualité de vie au travail, mais c'est plutôt leur donner une mission en disant bah voilà, on va peut-être te libérer du temps sur certaines tâches chronophages comme le reporting, le machin, le truc, le bidule, voir comment tu peux réorganiser ce truc-là pour t'axer un petit peu plus sur le suivi de tes collaborateurs à distance. Il y a une phrase très juste que Flaubert Villiers m'a sorti un jour, ancien DRH de McDo et de Sushi Shop. Il m'a dit on rejoint une entreprise, on quitte un manager.
Donc, et cette phrase-là, elle est imprimée ici et je la trouve super vraie. Et à chaque fois que je la sors, maintenant, tout le monde me dit, mais c'est incroyable, c'est vrai. La dernière fois, je faisais une démo avec un prospect, un client, et quand j'ai sorti cette phrase, il y a quelqu'un de l'open space qui s'est pointé derrière et qui s'est dit, je voulais juste voir la tête de quelqu'un, la personne qui avait dit une chose aussi intelligente, tu vois. Donc, du coup, cette phrase n'est pas de moi, mais c'est quelque chose qu'il faut véhiculer. Donc, on quitte une boîte à cause d'un manager et pas à cause de la boîte. Donc, faire des ambassadeurs, des managers des ambassadeurs, c'est hyper important. Et puis leur donner un petit peu des guidelines. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. C'est voilà, éviter de mettre la pression, apporter du soutien au bon moment, s'intéresser pas seulement à ce qu'ils font, à mesurer ce qu'ils font, mais aussi à qui ils sont. Donc voir un petit peu, s'interroger déjà, se donner les clés pour comprendre quelles sont les personnalités en présence. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi, elle préfère plutôt avoir un environnement de travail hiérarchisé ou plutôt elle préfère un peu de liberté, etc. Est-ce que je vais lui dire de remplir une feuille de temps tous les vendredis à 17h ou plutôt voilà, lui dire bon bah t'as un petit peu plus de lâche là-dessus et puis parce que je sais que t'es un petit peu intuitif, créatif, etc. Donc je vais te laisser travailler là-dessus. En revanche, le cadre, c'est que au moins une fois par mois, il faut que ce soit fait, quoi. Tu vois, être juste, se faire des porte-parole des collaborateurs, hyper important. Mais ça c'est très compliqué parce que en ayant parlé avec beaucoup de DRH, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire pour eux parce que les RH sont attachés au codir, tu vois. Et du coup, on les voit comme des gens qui sont proches de la direction. Et du coup, si t'as de moins en moins de facilité à te confier à ce genre de personnes parce que derrière, j'ai coupé mes notifications, désolé, parce que derrière, en fait, ils peuvent rapporter au patron. Et ça crée une distance et tu te dis, ben, bah, je vais peut-être pas me confier à cette personne-là, tu vois. En revanche, je peux me confier potentiellement à mon manager. Mais là encore, le manager doit vraiment s'inscrire dans une posture de je suis à ton écoute et je suis là pour toi, je suis avec toi. Tu vois, un leader, c'est quelqu'un qui va gravir la montagne avec ses collaborateurs. Il va pas rester en bas en disant allez, montez, quoi. Donc il Premier de faut. cordée. Comment? Premier de cordée. Premier de cordée, ouais, voilà, c'est ça. Premier Euh, de... Donner un rythme de vie, un rythme de vie d'équipe, ça c'est bien aussi. C'est dire bon bah voilà, à chaque victoire on fête de telle manière, on fête les arrivées, mais aussi les départs. Et là où en ce moment très compliqué, j'ai quand même pas mal de gens, de clients qui me disent en ce moment les départs on les fête plus. Je dis mais pourquoi, tu vois, enfin même si c'est à distance, etc. Tu pourrais quand même faire un truc. Il me fait ouais, c'est triste quoi. Une personne elle a bossé 20 ans dans la boîte. Elle part en période de Covid. Personne est là pour son départ, tu vois. La tristesse du machin. Et du coup, ça impacte aussi tous les autres collaborateurs en même temps, quoi. Il y en a un paquet à qui c'est arrivé depuis un an, hein, forcément. Quand ça se passe bien ou mal, d'ailleurs, c'est généralement difficile. Donc, il faut pas oublier de fêter les bons moments. Parce que quand il y en a des difficiles, en ce moment, depuis un an, c'est encore plus difficile. Mm. Clairement, clairement. Et du coup, bah, parler aussi des échecs. Ça, c'est important. Et en parler ensemble. Pas remonter, pas en parler en disant à une personne, bon, bah, t'as merdé, là, faut qu'on se pose en one-to-one ou on s'appelle machin. C'est plutôt, bah, est-ce que t'es OK pour qu'on en discute tous ensemble et on va trouver une solution, tu vois. Et du coup, là, tu impliques aussi les autres collaborateurs et la personne qui est responsable potentiellement d'une erreur, bah, du coup, elle va se sentir un petit peu plus épaulée et moins jugée. Et du coup, les autres collaborateurs vont vouloir avoir une envie de réparer aussi l'erreur de leurs collaborateurs parce que cette erreur-là, ils peuvent la commettre eux-mêmes, tu vois. Donc, du coup, ça va créer une ambiance. Donc, à chaque fois qu'il y a un échec, une erreur, un point de tension, ce genre de choses, en parler avec le plus grand nombre de gens possible, ça peut aider. Alors, je parle pas à toute la boîte, hein, je parle juste dans la team. Hein. Pour un peu, on va dire, caper ce truc-là, c'est-à-dire que on se rend compte aussi avec le Covid et le télétravail, enfin moi j'ai beaucoup d'échanges là-dessus, c'est que il y a le phénomène soignant.
C'est-à-dire que, OK, le manager, OK, le RH, il s'occupe énormément de ses équipes, etc., etc. Il est là, il les écoute, il les manage, il envoie du positif, etc., etc. Sauf que il perd des points de vie, quoi. Il perd des points de vie parce qu'il donne, il donne, il donne, il donne, comme un soignant qui va donner, donner, donner de sa personne. Mais du coup, qui s'occupe de lui, tu vois? Donc, il y a un sujet comme ça aussi, parce que si tu prends pas soin de tes soignants, à la fin de la journée, ils vont plus prendre soin de tes collaborateurs, quoi. Donc, faut aussi prendre soin de ses RH et de ses managers. Voilà, c'est un point d'attention parce qu'ils font un gros job en ce moment. C'est une fonction, la fonction RH, elle a été chahutée dans tous les sens avec la mise en place du télétravail, du chômage partiel, des règles sanitaires, etc., etc. Le télé, enfin, voilà, c'est un job incroyable là, qui a On en demande beaucoup. valeur. Et du coup, faut aussi se poser la question. Et les collaborateurs, j'en appelle aussi à tous les collaborateurs, prenez soin de vos RH. Quand ils vous posent la question comment ça va, bah, posez-leur la question aussi comment ça va. Hein, c'est important. Et si vous pouvez les aider, ça serait cool aussi. Là, tu me disais tout à l'heure, sur la mesure, on y est. Sur la mesure de la QVT, comment on peut faire? Alors, sur les grandes structures, il y a des choses qui sont assez faites, qui sont faites facilement, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas forcément les outils tous pour ça. Mais dans les grands groupes ou les grandes ETI, ils ont un des facteurs pour mesurer ça, c'est la mesure de l'absentéisme. Congé court, congé long, etc., etc. Et ça, c'est quand même un indicateur assez fort. Une personne qui part en congé long et qui revient un mois dans la boîte et qui repart derrière, ça témoigne d'un truc. Et aussi de ma sphère aussi personnelle, je sais que je connais quelqu'un qui en fait était complètement désengagé de la boîte, qui en fait faisait que partir en congé long, quoi. Donc on a une chance et une malchance aussi dans le circuit français, c'est de pouvoir partir en congé avec ses médecins assez facilement, mais c'est aussi une chance pour cette personne-là, en l'occurrence, parce qu'elle se sentait bloquée. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais voilà, la mesure de l'absentéisme, c'est un indicateur assez fort de comment ça va, tu vois. Ensuite, tu peux enchaîner avec des sondages anonymes. Alors, au lieu de dire est-ce que tu te sens stressé, ben, on l'a vu il y a trois semaines maintenant avec Emma Dorn du cabinet Cognitiva Consulting, qui est une neuropsychologue clinicienne, et qui nous disait que pour évaluer le stress, tu ne poses pas la question est-ce que tu es stressé en ce moment. Tu demandes juste si tu es fatigué, si tu as du mal à faire ton travail, si le matin tu as bien dormi, tu as mal dormi, etc. Ben, ça fait partie des questions de comment ça va. Et du coup, la fatigue induit, on va dire, très très souvent un niveau de stress assez élevé. Et donc, cette question sur la fatigue peut avoir un impact assez fort, cette question sur la fatigue. Ensuite, il y a aussi l'avis sur le management, savoir comment les collaborateurs se sentent par rapport à leur manager. Ça, c'est important parce que quand tu es dans des... je discutais encore, c'était hier, avec un cadre supérieur, enfin un directeur d'antenne de chez SNCF, qui me disait, moi, j'ai aucune vision de comment ça va dans les équipes de mes cadres supérieurs. Je leur fais confiance. Et du coup, j'ai aucun moyen de voir si les collaborateurs sont contents des cadres sup ou de leurs cadres, tu vois. Donc ça, avoir des choses qui permettent de remonter les indicateurs à ce niveau-là, ça peut être intéressant aussi pour avoir une vision globale de sa boîte. Et puis, dernier point, l'environnement de travail. Quand vous posez une question à vos collaborateurs sur l'environnement de travail, c'est pas... voilà, il y a un truc tout bête, mais poser une question, où est-ce que tu travailles chez toi? Cuisine, salon, chambre, machin, et sur quoi tu es assis? Chaise de cuisine, chaise de jardin, chaise de bureau, etc., tu vois? Enfin, ça, c'est hyper important. Et l'action à mettre en place derrière avec ce truc-là, bah, voilà, c'est juste envoie une chaise à ton collaborateur qui lui permet de pas s'éclater le dos et puis de rester assis plus de 2 heures sans avoir mal, quoi. Et tu as des petites actions comme ça en place à mettre pour améliorer déjà le sentiment d'écoute du collaborateur et le fait que bah,
ton employeur, il a quand même une responsabilité envers ton bien-être, quoi. Et c'est dans la loi, hein. Donc, il y a des collaborateurs, il y a des De la boss santé qui s'en foutent. physique, morale et affective. Tu disais, vas-y, dis-moi. Je sais plus ce que dit le code du travail littéralement, mais il me semble que c'est prendre soin de la santé morale, physique et affective de ses employés. Voilà, c'est ça. Ouais. Et Exactement. d'ailleurs, ça se croise avec ce qu'on a dit au tout départ, c'est que il faut aussi donner de la visibilité sur le reporting, ce que donnent tous ces sondages, tous ces chiffres. Il ne faut pas hésiter à les communiquer en interne, et ensuite à communiquer aussi les actions qui sont menées derrière. Donc c'est toujours écouter, mais pour mettre en place des choses derrière. Et c'est clair que tu as tout un tas de manières de le mesurer. Et il me semble que vous le faites très bien chez TeamBuilder, non? Ah là là, comment il me vend. Ouais, on le fait. Mais on va passer à l'instant promo après, là. Je viens de m'apercevoir que je suis sur batterie, et je suis pas sur secteur, et donc du coup, ça serait dommage quand même que ça s'éteigne. Je me permets de passer à la slide d'après, et comme ça, je vais brancher mon PC pendant que tu fais, voilà, l'instant promo. Après, je ferai la mienne. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Déjà, moi, j'ai une question. Comment ça t'est venu de créer Myriad? C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manquement pour les RH, qu'il leur fallait une solution qui soit à la fois la plus complète possible, facile à mettre en place et que ça soit relativement rapide, tout en concernant un maximum de salariés. Parce que dans une boîte, il y a des jeunes, des moins jeunes, des sportifs, des moins sportifs. Et on a voulu vraiment créer quelque chose de super complet. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec ce catalogue de contenu qui est le cœur de Myriad. Donc, on a plus de 300 cours, tous créés par des professeurs, des coachs, des experts dans leur domaine, dans une dizaine de disciplines. On va du yoga à la méditation, au développement personnel. Et tout ça, ça permet d'offrir un service mobile sur le téléphone ou sur ordinateur avec tous ces contenus accessibles en illimité et gratuitement pour les salariés. Et en plus, on a toutes ces fonctionnalités dont je parlais tout à l'heure qui vont toucher à la cohésion d'équipe, au challenge, la manière d'organiser un peu de la vie sociale avec l'application. Et finalement, nous, on vend vraiment une expérience pour les collaborateurs. En téléchargeant cette application, ils ont accès à tous ces services quand ils veulent et où ils veulent. Et donc ça, c'était vraiment la genèse de Myriad, c'était d'offrir ce service, comme je l'ai dit, complet, mais hyper facile à implémenter pour les RH et à utiliser côté collaborateur. Ouais, c'est moi, je suis pour la blague, mais en vrai, c'est ça, c'est le Netflix du bien-être, quoi, pour le collaborateur. Exactement. C'est que toi, tu investis de l'argent pour aller chercher des profs, des experts sur plein de thématiques différentes. Alors, je pourrais pas toutes les citer, mais ouais, 10 disciplines, tu dis. Et du coup, tu fais des shootings où tu as du contenu exclusif, c'est ça? Exactement. Tout est produit par nous-mêmes. On organise les shootings. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut pas retrouver ailleurs sur YouTube ou je ne sais où. Et surtout, on n'en a pas des millions comme YouTube. Le but, c'est vraiment de les avoir sélectionnés pour leur qualité et d'être sûr de trouver quelque chose qui apporte vraiment de la valeur ajoutée en fonction de ce qu'on cherche. Donc, si on cherche, lorsqu'on rentre dans l'application, on va vous demander c'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est réduire votre stress? Est-ce que c'est réussir à découvrir des nouvelles choses? Et ensuite, du coup, on va vous proposer les contenus qui sont adaptés à votre objectif. Et pour ça, on a toutes ces disciplines et tout ce catalogue qui est à disposition. Et tous les mois, on en sort des nouveaux contenus. Et aussi, on intègre les retours de nos utilisateurs qui nous disent ouais, j'aimerais bien un cours de yoga spécialement sur cette partie du corps. Et dans ce cas-là, on va se débrouiller pour l'intégrer dans les prochaines séances de tournage. Et prochainement, ils l'auront à disposition dans l'application. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de voir aussi là où sont les besoins. Et nous, on est hyper à l'écoute là-dessus pour fournir des contenus qui apportent le plus de valeur à nos utilisateurs. Non, mais c'est top. Il y a vraiment, je pense que une bonne chose aussi à faire, c'est de partir de ton projet. C'est pas je t'envoie du contenu comme ça. C'est-à-dire que les gens aussi, ils ont potentiellement besoin de guider à l'entrée et partir de soit ton projet ou soit de dire comment tu te sens. Alors moi, j'avais une discussion. Alors à l'époque, c'était une solution qui partait de ton état d'esprit au moment où tu consultais l'application. Est-ce que je suis heureux, je suis content, je suis fatigué, je suis stressé, je suis énervé, etc. Et à partir de cette analyse émotionnelle, partir sur du contenu adapté ou de la recommandation adaptée, qui a qu'un seul objectif,
faire en sorte que ça aille mieux. Donc si tu vas super bien, bon bah partage autour de toi et il te reste que ça à faire, quoi. C'est clair, Parce qu'il y a c'est des une gens. super approche. Nous, on a aussi tout un tas d'analyses comportementales qu'on fait en fonction de ce que les gens vont consulter, là où ils ont apparemment aimé ou pas aimé. On va leur recommander des contenus en fonction de ce comportement. Donc le but, c'est vraiment, encore une fois, d'être le plus personnalisé. On a tendance à penser qu'on met un petit coach personnalisé dans la page de chacun des collaborateurs chez qui on met Myriad. Et le but, c'est carrément de personnaliser l'expérience en fonction des besoins. Tu as évoqué une manière de le faire, il y en a d'autres qui existent, mais c'est clair que le but final, c'est que les gens se sentent bien. Bah, c'est ça, c'est ça. Et c'est une belle mission. C'est une belle mission. Et toi alors, Aurélien, parle-nous un peu de toi. Ah là là, quel présentateur de génie. Super transition. Voilà. Alors, moi, pour ceux qui ne connaissent toujours pas Team Builder, on est un réseau social d'entreprises connecté à une solution de management innovante. Et notre mission, c'est de construire les meilleures équipes au monde. C'est pour ça qu'on s'appelle Team Builder. Et comment on fait ça? On aide à la fois les RH, les managers et les employés à différents niveaux. Donc, l'application mobile, elle est pour tous les collaborateurs, managers, RH, employés. Sur cette application, il y a plein de fonctionnalités qui permettent de créer du lien entre les gens, de prendre le pouls de ses collaborateurs à distance avec des sondages, ce genre de choses, que ce soit anonyme ou pas anonyme, mettre des actions en place, des clubs pour échanger avec des collaborateurs, autour de centres d'activité ou de centres d'intérêt communs, une messagerie instantanée forcément, un newsfeed pour suivre les infos de la boîte, et puis on a une fonctionnalité aussi qui s'appelle Meeteam, c'est rencontres aléatoires en visio pour les collaborateurs, voilà, pour créer du lien un petit peu à distance. Et puis on a aussi des fonctionnalités qui sont un petit peu cool pour les employés, pour leur faire gagner un peu de temps, c'est-à-dire que t'enlever un petit caillou dans la chaussure. Si tu as un problème sur je sais pas, une compétence X ou Y, je sais pas, je suis un designer, j'ai besoin d'un coup de main en Photoshop, je vais taper Photoshop et boum, ça me shortliste toutes les personnes qui maîtrisent Photoshop dans la boîte, tu vois. Si c'est plutôt sur Excel, ben idem, etc., etc. C'est top Et ça, du coup, parce que les compétences en interne, en général, on a tendance à les oublier. ben ouais, et c'est méga méga essentiel, et pour les collaborateurs et pour les managers, parce que même pour les managers, quand tu as de l'affectation de projets à faire en interne, bah, tu te demandes toujours, qui sait faire quoi, truc bidule, etc. Faire un éventail, une cartographie de tes compétences de ta boîte, ça, c'est quand même quelque chose qui manque à l'heure actuelle dans pas mal d'entreprises. Et mettre aussi à disposition cette cartographie des compétences pour les collaborateurs pour rechercher de l'aide en interne. Donc, méga, méga important. On fait aussi une cartographie des personnalités. Donc, pour simplifier un peu les choses, c'est que on intègre 60 ans de psychométrie dans notre appli. Pour évaluer le type de personnalité des collaborateurs. Pour faire quoi? C'est-à-dire que c'est de manière anonyme, c'est-à-dire que les réponses aux questions ne seront jamais communiquées à la hiérarchie. En revanche, des analyses après sont faites par Team Builder pour donner des indicateurs au management pour adapter l'environnement favorable et éviter les environnements défavorables pour les collaborateurs. Typiquement, ce qu'on disait au début du webinaire, tu vas placer un collaborateur dans un environnement, un collaborateur qui se dit, ben voilà, moi, il me faut un environnement hiérarchisé, tu vas le laisser en liberté. Il va pas savoir quoi faire, il n'aura pas d'infos, il va pas pouvoir être intuitif sur les trucs, et du coup, s'il est en manque d'informations dans un environnement trop libre, il va se sentir mal. À l'inverse, une personne qui est plutôt libre d'esprit, plutôt créative, intuitive, etc., tu vas la mettre dans un environnement très, très hiérarchisé, restrictif. La personne, elle va péter un câble. Et du coup, elle va se désengager, elle va partir, etc., etc. Donc, du coup, c'est donner des clés au manager pour adapter son management à chaque type de collaborateur. Donc ça, c'est important. On intègre aussi baromètre du bien-être, sondage, etc. On suit les performances avec des entretiens annuels. Donc on mixe un petit peu tout ça avec on rapproche le niveau de bien-être et le niveau de performance aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent expliquer l'un et l'autre. Et puis, voilà, hein, on connecte tout ça à un réseau social très joli pour favoriser le lien et l'esprit d'équipe dans la boîte, tout simplement, pour construire les équipes. J'espère que j'étais assez clair. C'était clair pour toi, Théo? C'est clair. Moi, je triche un peu, je connais un petit peu aussi. Ok. Merci Agnès. Team Builder, c'est top. L'actu des intervenants, on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Théo, est-ce que tu as une actu à nous partager sur Myriad ou sur toi?
Moi, je peux inviter tous ceux qui nous suivent à regarder Myriad. C'est gratuit, vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store et sur le Google Play Store. Et on va sortir très prochainement des nouveaux contenus. Je suis aussi disponible pour répondre à tous ceux que ça intéresse, de parler de la QVT plus en détail, puisqu'on n'a que 54 minutes ensemble. Donc, il y a tout un tas d'autres choses à dire et de bons exemples à sortir, des Ah, pistes tu peux, là, si on concrètes. a 5 minutes, hein, tu peux. Ouais, il y en aurait tellement, honnêtement. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez en parler. Et merci à toi, Aurélien, d'avoir organisé ce webinaire aussi. Mais c'est avec grand, grand plaisir. Moi, je fais ça tous les vendredis. C'est un bonheur pour moi de parler à des mecs intelligents, entrepreneurs, on va dire, convaincus il y a un truc à faire. Et en gros, c'est trop cool pour moi. Moi, je suis trop content d'organiser ces webinaires. En plus, il y a des gens qui nous suivent de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces webinaires et ça fait super plaisir. Je pense on est sur une good vibes et à l'occasion, est-ce que je pourrais être réinvité sur un prochain webinar pour parler? Mais carrément, je pense qu'il y a plein d'autres thèmes qu'on peut aborder ensemble. Et ce sera avec plaisir. Ouais, c'est cool. Bah, comme ça, on pourra aussi suivre l'évolution de Myriad, là, notamment sur les challenges. Je pense que tu tiens un truc en vrai là-dessus. Carrément. On est en train d'en tester pas mal. Il y a différentes manières de le faire, de le mettre en place. Et tout ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Cool. Moi, j'ai été ravi, vraiment de cet échange, ça fait trop plaisir. Moi, l'actualité, bon bah, c'est comme d'hab, hein, c'est les webinaires tous les vendredis. Votez pour le prochain épisode. Là, je vois que tout le monde n'a pas encore voté dans le sondage. Il y a le chat du truc, et puis il y a le sondage. Donc, n'hésitez pas à soumettre vos votes. Et puis sur les pages, alors que ce soit LinkedIn, Facebook, etc. On met un lien normalement assez régulièrement. C'est un Google Form qui vous reprend cette liste-là et qui vous propose aussi également de proposer votre propre thème. Si vous avez quelque chose que vous voudriez aborder, moi, votre serviteur, s'occupe d'aller chercher des experts pour en parler. Voilà. Je vous remercie à tous. Il est 11h56, on a 4 minutes d'avance, ça fait super plaisir. Théo, un mot pour la fin? Prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre entreprise. J'aurais pas dit mieux. À bientôt tout le monde. Je vous souhaite un bon appétit et un très bon week-end. À bientôt. Ciao.